Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, c'est à titre de porte-parole du Centre de prévention du suicide qui nous visite. Lui qui est également humoriste, ayant fait partie notamment du trio d'humour Les Chic and Swell. Nous allons donc discuter de solitude et du fléau moderne que représente le suicide, de ses causes, de cette entrevue à deux volets. Nous recevrons donc pour conclure l'émission le sympathique Ghislain Dufresne. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité au Québec. Il est probablement l'un des hommes de musique ayant vu le plus grand nombre de femmes nues en carrière dans le cadre de ses fonctions, étant DJ depuis près de 40 ans, œuvrant dans multiples nightclubs et principalement dans des clubs de danseuses nues depuis ses débuts. Et pour nous partager son parcours musical et les dessous de ses fonctions, avec nous, celui qui en a vu de toutes sortes, DJ P, Pat Duquette. Bonjour, Pat. Allô. Ça va bien? Ça va très bien. Très heureux de te recevoir parce que je dois le dire, et je te l'ai dit en pré-entrevue, j'ai travaillé, j'ai œuvré ou j'ai interviewé au moins une cinquantaine de DJ, on dirait, en carrière. Et ton parcours est vraiment intriguant. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir, premièrement, duré si longtemps. Ma première question... Selon ta longue expérience, techniquement, d'un point de vue musical, c'est quoi la différence entre travailler dans un club de danseuses et un club traditionnel, un nightclub comme on en connaît? En fait, le nightclub, lui, il vise sur les capacités de DJ à faire danser les gens. Moi, j'ai juste une fille à faire danser à la fois. C'est tout. Fait que la donne est bien différente. C'est vraiment... un truc de spectacle, c'est de faire danser une fille pendant un moment précis, et c'est tout, tandis qu'un nightclub... Chaque fille a sa chanson, ouais, absolument. Fétiche. Ouais. Quelle chanson revient le plus souvent? Ah, ben là, c'est différent, mais je veux dire... beaucoup de Bon Jovi. Oui, à l'époque, il y avait Bon Jovi, Def Leppard, même j'ai vu des filles se battre pour avoir ces chansons-là. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Là, on parle plus de latino, de hip-hop. C'est tout cet amalgame de styles musicaux qui sont plus présentes aujourd'hui sur le Airplay, etc. Tu as vu beaucoup de bagarres de filles? Parce qu'il faut le dire, travailler dans un domaine avec des danseuses, bien, ça se peut qu'il y en a qui soient intoxiqués. Donc, tu as vu toutes sortes de choses. As-tu vu des bagarres des catfights? Oui, absolument. Pour ça. Souvent pour ça. Souvent pour des histoires de « Ah, c'est mon client, c'est pas le tien » ou « Ah, c'est ma chanson, moi je danse dessus, ça fait un mois. Tout est nouvelle, t'as pas d'affaire à prendre cette chanson-là. » Fait que ça... Il y a de l'ancienneté. Oui. C'est bizarre comme ça, mais tu sais, moi, je suis une régulière ici, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai toujours dansé sur ces chansons-là, tout arrive, tu sais, la newbies, puis tu veux avoir ma chanson, il n'est pas question, pif, paf, paf. Il y a un autre phénomène aussi que les gens, peut-être, qui sont pas habitués à ça, c'est que c'est sûr que la fille qui est canon, le pétard de la place, bien, l'autre qui rentre travailler, qui est peut-être un petit peu moins jolie, puis qui voit apparaître Miss Nouveau-Mexique qui est là, bien, c'est sûr qu'elle va faire un petit peu moins d'argent. Oui. Oui, absolument, absolument. Puis l'ancienne ou la princesse du bar, elle a toujours un petit peu plus de privilèges par rapport soit au staff ou... Faut croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Pat, en présence de femmes nues, est-ce que ça rend l'homme plus agressif ou plus doux en général? C'est vrai que c'est relatif à chaque place. Tout dépend de la façon que la gérance est faite. Puis que c'est tenu serré. Oui, l'alcool et la drogue. Oui, mais la gérance aussi, tu sais. Je veux dire, tu travailles avec un gérant / doorman comme Constant Gagné qui garde des trucs bien square, puis c'est comme ça que il n'aura pas, il n'y aura pas de fuite. Mais il y a d'autres clubs qui sont tenus un peu... C'est un peu plus... c'est sûr qu'avec le cocktail de danseuses nues, drogue, alcool, tu as des types qui peuvent facilement se transformer en gorilles. Oui, clairement. Tu l'as vu? Clairement, à quelques reprises. As-tu déjà réfléchi à ça, ce que j'ai dit en présentation, que tu es peut-être le DJ qui a vu le plus, en bon québécois, de paires de boules de l'histoire du Grand Montréal? Est-ce que tu es immunisé au charme des femmes? Là, il faut faire attention parce que tu as une conjointe. Oui, mais... Est-ce que finalement, c'est comme pour toi aller au parc de baseball? C'est sûr que, tu sais, tous mes amis qui me disent « Ah, t'es chanceux, t'as une belle job, tout. » Oui, mais non, tu sais, je veux dire, oui, cet aspect-là, quand t'as 22 ans, que
c'est bien drôle de raconter ça à tes chums de gars, puis tes chums de gars qui travaillent sur la construction, puis qui se lèvent à 3 h du matin, quand toi, tu te couches avec 2, 3 filles. C'est sûr que la donne n'est pas la même, puis, mais de là à dire immuniser, peut-être pas. T'es un homme. Ouais, mais c'est sûr que ça n'a plus le même impact que ça avait. Puis, tu sais, maintenant, c'est des collègues de travail, tu sais. Ben oui. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un respect au-delà des préjugés. Et voilà. Au début, c'est sûr que t'es bien étourdi de ça, puis, tu sais... Et ça prend une conjointe compréhensive. Oui, il y a ça aussi. C'est toutes mes conjointes qui ressentent ton honnêteté dans tout ça. Oui. Au début, il faut que tu lui mettes ça clair. Que, regarde, moi, c'est ce milieu-là dans lequel je travaille. Mais faut pas que tu oublies que toutes ces filles-là, ils en ont un peu rien à cirer de moi. Moi, je suis le DJ qui fait jouer leurs chansons. Je suis pas leur prochain. Je suis pas leur prochain aussi. Oui, exactement. Je veux pas les l'âge de leur père. Je veux pas rien t'enlever, mais c'est pas comme un DJ Brad Pitt qui arrête 30 ans. Exactement. Il faut se dire les vraies choses. Toi qui as été aussi chanteur, qu'est-ce qui explique un parcours presque exclusivement en club de danseuses nues? C'est beaucoup à cause du gérant? En fait, oui, c'est ça. C'est que quand j'ai commencé à travailler dans les clubs, c'était à Saint-Jérôme. Puis je travaillais comme dans les discothèques 14-18 au début. Ensuite, les discothèques, le Hop North à Prévost. Puis là, ensuite, j'ai commencé les clubs de danseuses. Puis pas longtemps après, j'ai déménagé à Montréal. Puis le premier contact que j'ai eu pour travailler dans les bars, c'était un strip club. Puis je me suis mis bien chum avec le gérant de ce strip club-là, le premier où j'ai travaillé, qui s'appelait L'Étincelle. Puis lui, ensuite, il a quitté pour une autre place. Puis quand il a quitté, il m'a emmené avec lui, puis il m'a emmené avec lui, puis il m'a emmené avec lui dans plusieurs... Fait que ça a fait en sorte que mon nom, il s'est fait là. Puis là, Montréal, c'est pas Saint-Jérôme. Il n'y a pas juste 3-4 clubs. Et surtout à cette époque-là. Ouais. Fait que mon nom, il a commencé à circuler dans ce milieu-là. Fait que ça a toujours été plus facile pour moi de faire mon nom là que d'essayer de revenir dans la discothèque avec un traditionnel. DJ. Ouais, et un peu comme au hockey, l'entraîneur-chef qui trimballe avec lui ses entraîneurs adjoints. Et voilà, exactement. Quel est le préjugé qui est toujours à ce jour le plus fort contre peut-être les DJ de clubs de danseuses? Ben, tu dois coucher avec toutes les filles, tu sais. Toujours ça. As-tu déjà pogné une MTS? Non, je fais des farces. Mais c'est ça le préjugé. Je n'ai répondu qu'en présence de mon avocat. C'est ça. Un autre phénomène, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Tomber amoureux d'une danseuse, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu as vu des gars se ruiner. Oh oui, ça, se ruiner d'illusions aussi. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, des gars, puis j'en vois encore là. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui date des années 80, qu'au fil du temps, le monde a appris à... C'est pas comme ça que ça... Non. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui font comme... Ouais, je pense qu'elle est en amour avec moi. À chaque fois que j'arrive, elle vient me voir. Puis tout, je suis comme... Je vais te laisser dans ton rêve et dans ton illusion. Mais c'est pas ça qui se passe. Là. Elle est en amour avec ton portefeuille puis ta carte de crédit. Elle a un petit peu rien à faire de toi. Après quelques milliers de dollars, il comprendra. Peut-être. C'est ça, ben oui. Ouais, parce qu'il y en a qui font l'amour est aveugle. Par leur... L'amour est aveugle, à qui le dis-tu? Maintenant, une longue fiche, un long CV musical fort intéressant. Depuis 1985, tes débuts à 16 ans comme DJ, ton premier club, le New York de Saint-Jérôme, puis le Up North, une discothèque à Prévost, le Fritz Saint-Antoine, qui a été ton premier club de danseuses. L'Étincelle, encore un club de danseuses sur la rue de Lorimier à Montréal. Le New York, tu y reviens à Longueuil, club de danseuses. La Belle Excuse, rue Saint-Laurent, Montréal, puis le Penthouse sur Sainte-Catherine, le Wanda, très renommé à Montréal. Qui ne connaît pas le Wanda? Exact. Le Vegas, le Sex Mania, rue Ontario, pour 3 ans. Tu as dû en voir de toutes les sortes. Le Pink Paradise, ça c'est à Laval. Oui, exactement. Le Doric à Longueuil, un endroit où ça brasse, où ça brassait. Oui. Le Garage, où tu es présentement depuis 8 ans. L'Usine de Saint-Jérôme. Le Doulise à Châteauguay, qui est un nightclub traditionnel. La Taverne à Laval. Le Brasse Rire de Laval également. L'Escale 300 de Joliette, où tu vas travailler justement cette semaine. Le Haut-Sim à Valleyfield. Le Haut-Caresse à Saint-Henri. Moi, j'aime bien ce nom-là. Le Sin City. Ce qui m'amène à ma question, ta préférence, même après tant d'années, peut-être aussi, est-ce que c'est plus difficile de travailler dans un nightclub traditionnel que dans un club de danseuses nues? C'est tellement... Les donnes sont tellement différentes. Le nightclub, comme un peu je disais tantôt, t'as toute la clientèle à aller chercher
et à faire rester en place et à faire danser. Le club de strip, le DJ, c'est pas tant le focus de l'événement de la soirée. Comme quand tu vas dans une discothèque, c'est le DJ qui te fait danser. Quand tu vas dans un strip club, tu t'en vas voir les danseuses. Moi, je suis juste un employé qui fait jouer de la musique pour faire danser les danseuses, pour faire danser les gens. Oui. Fait que la donne est bien différente, c'est ça. Moins de choix. Oui, il y a aussi le fait que... Tu n'as pas à te dépasser autant qu'un DJ traditionnel. J'ai zéro mix Parce qu'elle sait qu'elle a sa toune de Def Leppard pour commencer, exemple. Puis elle est contente avec ça. Puis le 2/3 de mon répertoire, j'ai pas un mot à dire dessus. C'est les chansons des filles. Puis moi, je suis là pour mettre une petite pause de temps en temps. Fatigué du nightlife? Non, pas du tout. Optimiste pour la suite des choses concernant le nightlife, je pense qui semble tranquillement, parfois, chuter, en tout cas, qui ne va pas comme il allait avant? Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il y a des choses qui vont merger ensemble, peut-être. C'est sûr que les strip clubs, ils émettent plus aucun permis pour ça. Ouais. Fait que ceux qui ferment, le Super Sex à Montréal, c'était quelque chose de gros. C'est fermé, puis il n'y aura plus jamais un club de danseuses qui va ouvrir là, puis ils n'en veulent plus. Fait que chaque fois qu'il y a une place qui ferme, il y en a tout le temps de moins en moins. Puis c'est pas comme une brasserie ou... whatever, les trucs de bière artisanale, que ça, ils montent. C'est comme il y en a toujours, puis il y en a plus. Puis c'est ça la tendance. Les strip clubs, on dirait qu'ils font un lien avec le crime organisé, puis même si les autres clubs aussi. Exact. Mais c'est comme si ça, c'est plus ciblé, puis fait que plus ça va, moins il y en aura. Fait que c'est ça qui est triste. Avec les années, plus facile ou plus difficile qu'à tes débuts de travailler comme DJ, en général, et toi-même? Je dirais que T'as pas de l'air tanné. Non, pas du tout. Mais je crois que la technologie fait en sorte que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Parce qu'avant, tu pouvais pas prendre un petit 5 minutes pour aller fumer une clope dehors. Mais non, c'était 5 heures en ligne. C'était comme mets l'autre titre. Prends des bonnes jambes. Là, à ce temps, tu peux te faire un petit playlist puis aller prendre ça relax un petit 5 minutes. T'sais. Mais c'est sûr, non, je trouve pas ça facile. C'est sûr, la donne, elle change. Il y a moins de clients dans les clubs. Si tu n'as pas la chance d'avoir des machines à poker, tu risques d'avoir de la difficulté à pouvoir arriver fin de mois. Mon cher Pat, ton premier contact avec la musique, c'est pas mal familial avec ton père qui était trompettiste. Ouais. Tu as commencé dans le DJing à 14 ans. Ta première table tournante, pas de pitch, en céramique. Ouais. Et ce qui m'amène à ma question incontournable avec tous les intervenants du milieu de la musique qui viennent à l'émission. Est-ce que la musique était meilleure avant? Non. Non? Ah. Non, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais style, il y a juste des mauvaises chansons. Je pense qu'il y a du bon avant, il y a du fucking mauvais avant, il y a du bon maintenant, puis il y a du très pas bon maintenant, parce qu'il y en a beaucoup, énormément. Il y a peut-être plus de bons hits avant. Ben, ça, c'est moins les aujourd'hui. classiques, qui sont repris en mash-up ou en n'importe. Peut-être moins de chansons, moins de chansons aujourd'hui qui vont devenir des classiques. Oui. On pourrait peut-être résumer de cette façon-là. Pourquoi un nom si simple? Est-ce que ça correspond à ta génération de DJ? On voit les DJ des années 70-80 qui ne portent que leur nom de famille. Et toi, c'est simple, DJ. Ben, j'étais allé pour un moment donné. Ça ne te tentait pas de te faire appeler DJ Van Bergen? Whatever. Ou, tu sais, il y en a qui ont des noms, ça de long. Non? Il y a eu à un moment donné Sour Pat, pour faire référence au Sour Patch, des sacs de bonbons. Mais à un moment donné, j'ai fait ça me ressemble pas, ça. C'est pas moi. Puis DJP, c'est là depuis toujours. Je me faisais appeler. C'est arrivé par défaut. C'est même pas moi que. C'est les gens qui m'appelaient Hey, DJP. Puis là, j'ai fait OK, ça va être ça. Fait que je me nommais comme ça, puis c'est resté. Puis je pense que c'est ça qui est naturellement. Dans un club de danseuses, qu'est-ce qui fait une soirée réussie? On aurait tendance à dire, il n'y a pas eu de bagarre, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour toi? Le nombre de filles que tu as à offrir à tes clients. Oh. Si tu as 3 filles et quart, c'est pas long que le mot se passe, puis c'est pas long que les gens ils vont plus à ta place. Et nous, tu sais, au garage, là, ça, on a cette réputation-là d'avoir pas mal les plus belles filles. Il n'y a pas de average, tu sais. On est très... Il n'y a pas de filles ordinaires. Non, ils ont toutes quelque chose d'assez extraordinaire. Autant le jour que le soir.
c'est comme le Chez Paré du Nord. Okay. J'ai comme... jamais été un adepte de club de danseuses, mais là, tu commences à me donner le goût. Ça se peut. Pat, je m'adresse au gars de club qui est en toi depuis longtemps. Oups. Qu'est-ce qui rend le plus tannant, la drogue ou la boisson? Je te dirais le mélange des deux. Parce que ça devient un cocktail assez incroyable. Puis c'est dans ce temps-là que... Un coup intoxiqué, qui est le plus tannant, la femme ou l'homme? Moi, j'ai vu des filles Ah non, c'est pas... se crigner le chignon, comme on dit. C'est pas drôle. Et là là. Se faire arracher les extensions, puis se péter des ongles, puis se battre à coups de talon. Puis... Ce que tu m'expliquais aussi, qu'il y a une énorme différence pour toi, c'est de travailler de jour ou de soir. Oui, absolument. C'est pas la même chose. Peux-tu nous expliquer rapidement, en quelques phrases, ben, le jour, c'est quoi la différence majeure? Le jour, c'est triste à dire, mais c'est les anciennes danseuses de soir qui viennent de jour. Parce que en fin de carrière. Moins tannante en vieillissant aussi. Oui, mais plus organisées. Ils ont leur liste de clients avec leur numéro de téléphone, puis les textes pour leur dire « OK, je suis là aujourd'hui, viens me voir ». Tandis que le soir, les filles, ça arrive en retard, ça arrive un peu déjà tipsy. Ça vient pas toujours pour les bonnes raisons. Ça vient pour faire le party plus que pour faire de l'argent. Donc, des filles intoxiquées, pas facile à gérer. Non, ça aussi, c'est... C'est pour ça que mon DJ de soir, tu sais... T'as vu des quarts de soir de filles intoxiquées se terminer assez rapidement? Oui, clairement. C'est bye-bye. Oui, clairement. Un autre phénomène aussi qui est venu changer la donne, je dirais que c'était vers la fin des années 90, c'est que les danses à 5 sont devenues des danses à 10. Ouais. Et là, on frise la prostitution. La fille qui ne veut pas se faire toucher, qui veut juste se montrer, bien là, elle était un petit peu mise de côté. Un commentaire là-dessus? Bien, moi, je trouve ça clairement brisé la magie de ce que c'était les clubs de strip du départ. Parce que du départ, c'était le fun, t'arrivais dans la place, les filles sont aux tables, puis font des danses aux tables un peu partout dans le club avec les clients. Fait que ça, c'était le fun parce que le party, il restait là. Puis là, c'est là que je trouve que le DJ, il valait encore la peine d'être là parce que entre les danseuses, il pouvait garder une ambiance, puis c'était le fun parce que tout le monde était là. Aujourd'hui, indépendance, tout le monde s'en va chacun sur son côté. La fille, elle ramasse un client, blablabla, fais-tu danser avec moi? Oui. À part une demi-heure avec un, puis l'autre, à part une demi-heure avec l'autre, il reste plus de clients dans le bar, il reste plus de filles dans le bar. Fait que tu rentres dans le club, puis on dirait que le monde, souvent, ils rentrent, puis ils font comme... Oui. Hey, il y a plein d'autos dans le parking, il n'y a pas personne dans ton bar. Ouais, c'est parce qu'il y en a 2 là, il y en a 4 là. Oui. Fait que ça tue. Tu peux difficilement avoir une belle ambiance parce que... C'est trop fragmenté. Exactement. Mon cher Pat, après tant d'années, as-tu encore une certaine adrénaline d'avant-match? As-tu un rituel? As-tu une certaine nervosité, des habitudes particulières? Pas en tant que DJ de strip club, mais plus quand je vais faire mes soirées au Doolies ou au Brasserie ou au 300, où je sais que là, c'est moi qui est en vedette puis qui doit faire... Comme présentement. C'est toi la vedette. Exactement. C'est moi qui dois faire... Pat, une question rapide avant la pause. Qu'est-ce qui fait un bon DJ en 2025? Si tu peux me répondre à ça en une phrase ou deux. Il fait danser les gens. Donc, le choix musical. Oui, absolument. Avant toute chose. Bien, savoir lire ton... Oui, ta crowd. Ce qui se passe sur la piste de danse et savoir quoi mettre au bon moment. Surtout. Et voilà. Mon cher Pat Duquette, DJP, nous allons prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. C'est fort intéressant. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. Et on vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la spécialité de l'endroit, soit la pizza au four à bois qui est tout simplement extraordinaire. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique et sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme au parcours atypique et intriguant, DJP Pat Duquette. Toujours beaucoup d'actions musicales et sociales ici à chaque week-end. Une promesse tenue par la Ripaille semaine après semaine. Une nouveauté importante maintenant pour les jeudis à la Ripaille qui possède maintenant son propre groupe de musique, soit le Powerhouse Band pour le Jam Session instauré dorénavant tous les jeudis, donc demain 19h30, qui vous attendent donc demain Céline Jean, Marc Jean, Pierre Boutillier, Yannick Richer, Daniel Campeau et Stéphane Trudel, des musiciens d'expérience
expérience. Pour un plaisir musical assuré, apportez votre instrument et votre micro. L'entrée est gratuite, ça c'est fort important. De plus, un autre spécial bientôt présenté par la Ripaille, et ça se passera samedi prochain, le 25 janvier, pour le tout premier Jet Set Night, où vous pourrez danser toute la nuit au bon soin de DJ Uppercut et de ses tubes pour faire exploser l'endroit. Et cette soirée d'action à prévoir débute à 22h. On vous attend donc pour l'inauguration, une musique qui risque d'être percutante. Également, autre événement très attendu par les nombreux adeptes de dancehall et de chata et des habitués de ces soirées chaleureuses, nos fameux Dancehall Addiction 2.0. Donc le prochain, le samedi 8 février, 22h, avec DJ Rave et DJ Fly High sur place qui vous attendent de pied ferme. Un événement de Beat Bash Promotion. Et pour des billets, tout simplement, allez voir beatbash.ca. Une soirée qui promet. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité, et ce, depuis 1975. Nous sommes situés, je vous le rappelle, au 358 Notre-Dame. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission, un endroit très dynamique. Il n'est pas toujours évident de trouver un coiffeur barbier qui vous donnera satisfaction. Et chez Caramello, le barbier, c'est tout simplement une mission. Sourire et expérience font de Caramello la référence. Ce salon de coiffure vous surprendra non seulement par le talent, la qualité du service, mais surtout par l'accueil très chaleureux de l'endroit. Un service de coiffure, de design, de barbier pour hommes et même des formations disponibles sur place. Et chez Caramello, le barbier, un fait important, l'ambiance tropicale de l'endroit ajoute ce petit quelque chose particulier qui agrémente l'expérience. Et après une visite chez Caramello, le barbier, vous repartirez satisfait et comblé par un accueil et un service inégalé. Sur rendez-vous, ouvert 7 jours, situé à Repentigny, au 221 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 514, le 659-1761. Avec Caramello, le barbier, plaisir et satisfaction assurée. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. On revient à nos moutons, mon cher Pat. Est-ce que travailler dans le public, c'est un art? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu l'as ou tu l'as pas? Ben, il faut surtout que tu sois capable de composer avec, comme on parlait un peu plus tôt, les gens intoxiqués et autres. C'est sûr que ça prend... la patience. Oui, la résilience, plein de trucs comme ça. Je veux dire, ça prend vraiment... une certaine retenue, même. Oui. Parce qu'il y en a qui ont le don d'aller te chercher. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont... Des clients récalcitrants, j'en ai vu un puis un autre, tu sais, puis il faut savoir gérer ça. Il faut savoir laisser les gens qui sont là en place pour régler ces problèmes-là le faire et non pas t'en mêler, tu sais, en tant que DJ. As-tu vécu le classique de la bière renversée sur ta console? Non. Ah, ben c'est bien la première fois que j'entends ça. Bizarrement, non. Parce que depuis Day One, j'ai toujours été gravement à l'affût de ça. Tu sais, c'est comme aussitôt qu'il y avait soit une fille ou qui amenait son verre, j'étais comme non. Parce que depuis Day One, j'étais comme c'est pas vrai que moi, je vais faire partie de ceux qui se font renverser le truc sur... c'est ça. Pat, tu te définis comment à titre de DJ dans tes forces? Je pense que j'étais un bon animateur dû à ma voix. Mais animateur, je parle annonceur. C'est ça. Ouais, et voici... Ouais, tu sais... J'allais dire Natacha parce que c'est cliché, mais voici Rolande. Ouais, peut-être pas Rolande, mais c'est ça, tu sais, à cause de combien de fois je me suis fait dire pourquoi t'as pas travaillé en radio. Tu sais, c'est peut-être le seul truc que je regrette de ne pas avoir poussé, de ne pas avoir été étudiant en communication pour pouvoir être aujourd'hui dans un poste X, Y, Z que d'être dans un strip, tu sais. Mais bon, c'est mon chemin, il m'a amené là, puis c'est correct, là. Je vis bien, puis je manque pas de job, mais... Qu'est-ce qui fait, Pat, qu'un hit, un tube va perdurer dans le temps? Qu'est-ce qui fait une bonne chanson? Le hook. Ah, j'aime ta réponse. C'est tellement ça. La run de bass, finalement. Ouais, souvent.
Puis le hook du refrain, ou le petit truc qui accroche. Dès les premières notes. Ouais, exactement. Pat, qu'est-ce qui fait... Non, je vais le formuler différemment. Qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? Parce que c'est sûr que tu es un passionné de musique. Qu'est-ce que ça t'apporte en premier? Du bonheur. Ouais. Ça nous met dans une bulle. Exactement. L'importance de la discipline personnelle pour le DJ, je pense que tu en es une preuve. Oui. Si tu avais été, comme on dit en bon québécois, sur la brosse pendant 40 ans, tu ne serais pas encore dans le milieu. C'est sûr que j'ai eu mes moments. C'est sûr que, comme je disais tantôt, quand tu as 22 ans versus quand tu as 57 comme j'ai aujourd'hui, c'est bien ça. Il y a un gap, là, puis il y a des expériences à faire, puis il y a des trucs qu'il faut que tu ailles essayer. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses aussi, si je veux perdurer dans le temps, si je continue à cette vitesse-là, ça va pas le faire. Puis, il faut que tu réalignes le tir un peu. Là, est-ce que la force du DJ, l'essentiel, c'est de savoir mixer? Est-ce que de savoir mixer, tu l'as ou tu l'as pas, ou ça se développe? Ça se développe. Oui. Ça se développe. C'est sûr que faire une belle transition pour aller d'une pièce à l'autre, quand tu es en discothèque, en boîte, c'est assez important parce que tu vas garder ton crowd sur le plancher pour une plus longue durée que si tu fais tout le temps des cut mix ou... C'est ça le fun des cut mix. Là, puis, ça peut t'amener d'un BPM à un autre, puis c'est correct. T'sais. Mais à un moment donné, faire un bon parcours pendant 25 minutes, tu es en 124, puis tu y vas là-dedans, puis que tu fais des belles transitions, ça le fait. Si tu tout le temps des pétacs, puis que tes mix, ils le font pas, ben c'est sûr que tu vas peut-être perdre un peu de gens, puis quand il y a moins de gens, les gens qui restent sont moins à l'aise. On était pas tout. T'sais. On va maintenant accélérer le processus puisque nous sommes bousculés par le temps. Qu'est-ce qui fait l'attrait d'un club? Moi, je dis toujours que c'est l'ambiance. Oui, clairement. Avant même la musique. Oui. C'est sûr que la musique fait l'ambiance. Mais... Ici, c'est beau. C'est accueillant. C'est chaleureux. Puis que le club n'a pas été rénové depuis 1974. J'aimerais que tu nous relates dans la section anecdotes savoureuses et croustillantes une anecdote justement qui est une forme de professionnalisme que tu as vécu au Vegas, à Longueuil, avec un client récalcitrant qui s'était fait avertir pour le fameux 3 fois. Oui. Raconte ça. À l'époque où j'étais à l'époque, ça s'appelait New York. Puis mon Darman, c'était Jack Chevrier. Jack Chevrier était Monsieur Canada. Culturiste notoire. Il était Monsieur Canada à l'époque. Il s'est déchiré un pectoral pendant une séance de photographie. C'est bon, ça. Fait que... Un pectoral. Fait que un soir, et puis tu sais, Jack n'entendait pas tant à rire. Puis il va voir le client, puis là, il y avait un client qui était un petit peu loud. Puis il était le voir, puis il a fait comme je viendrai pas t'avertir 3 fois. Tu sais. Habituellement, tu dis je te le dirai pas 2 fois. Lui, il a dit 3. Fait que je trouvais ça cocasse, mais j'ai dit je me laisse aller avec ça. Évidemment, le fameux client récalcitrant, 20 minutes plus tard, il était encore debout, faisait du bruit, etc. Jack va le voir. Je t'avais dit que je ne viendrais pas le voir 3 fois. Une claque sur l'oreille, le gars tombe sur la connaissance, il l'embarque sur ses épaules comme une poche de patate. Il sort dehors dans le petit portique, il l'assoit, il appelle un taxi, puis il donne 10$. Puis il dit tiens, ta soirée est finie, voilà 10$ ton taxi est collé, merci, bye. Fait que j'ai fait comme. Tu sais, parce que je n'ai vu des Darman mettre des clients dehors, là, cul par-dessus tête, puis tu sais, c'est fini, ils mettent dehors. Et lui, il avait le professionnalisme de. Tiens, là, 10$ ton taxi. Souvent, ton taxi est collé, ça en vient. Souvent, ce gars-là va revenir, s'excuser et remercier. Absolument. C'est ce que ça fait, plutôt que de revenir avec un gun. Et voilà. Pour terminer, tu as concocté ton top 10, ce qui est très difficile comme exercice de tous les temps pour danser, ce qu'on appelle aussi des game changers, non seulement dans l'industrie de la musique, mais des chansons qui, inévitablement, quand tu vas les faire jouer, ça va apporter une réaction. Si tu veux nous nommer ça. Oui, absolument. Ben, moi, top 10, est-ce que tu commences par 10 ou par 1? Par 1. OK, vas-y. Ben, 1, moi, en fait, c'était comme un peu par les années. OK, vas-y. Alors, moi, ça commençait avec Sting Alive. Je pense que c'est une grosse bombe côté disco dans les années 70. Puis après ça, dans les années 80, il y a eu comme la transition entre les deux. Puis je trouve que I Was Made for Loving You de Kiss, c'est comme le parfait match entre le rock et le disco. C'est comme du disco joué par des rockers. Fait que je trouvais ça intéressant. Dans les années 90, je te dirais Hathaway, What Is Love, c'était assez incontournable pour moi. Puis après ça, un peu plus tard, il y a eu Gangsta Paradise.
que là, ça Coolio. Ouais, ça l'a 96. Ça l'a emmené le titre suivant qui est In the Club de 50 Cent. Ce mouvement-là, plus hip-hop, qui, moi, il m'a beaucoup touché parce que les strip clubs, c'était bien populaire. Puis après ça, ben il y a eu Sean Paul, Get Busy, que ça aussi, je trouve que c'est une grosse tune. Puis le début de quelque chose, tu sais, une nouvelle saveur, je trouve. Après ça, le techno avec Tiesto. Mais je ne vais pas y aller avec les quétaineries qu'il fait maintenant, mais plus qu'est-ce qu'il a starté, je trouve. Plus c'est As the Rush, Come Down, tu sais. Okay. Je trouvais que c'était comme ça, tune qui a amené. Puis moi, en parallèle à ça, quand j'ai commencé à découvrir le techno, ben j'ai découvert Deadmau5 avec Move For Me. Ça c'est une tune que je joue encore là, toutes les fins de semaine. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est pas comme je te disais, mon top 10, c'est pas nécessairement les chansons que toi tu joues. Mais non, et c'est la beauté, quelque chose que c'est moi, la beauté de la chose. Ouais, moi, je t'ai ouais. spécifié, fait un top 10 des game changers. Ouais. Ceux qui ont vraiment une influence sur la donne, là, vraiment. Ouais. Mais c'est ça, Tiesto, là, moi j'ai choisi As the Rush. Quelqu'un d'autre va dire T'es-tu rendu à 10 chansons non, déjà? Là, c'est I Got a Feeling, David Guetta, parce que Guetta, Ouais. c'est le roi des DJ, en tout cas par rapport au salaire. Puis Pump the Replay de Rihanna, parce que Rihanna est un peu incontournable. Puis c'est quand même encore c'est bien. une grosse tune que je joue encore régulièrement. 2 ou 3 questions en terminant en rafale. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Comment sera le DJ de demain? En une phrase. Open format. OK? Ça s'en vient tout le temps comme ça. Parfait. Ouais. À quel moment le DJ est considéré comme vieux? C'est quand on commence à y dire? Ouais. Là, je te réponds, mais... Merci. Mais C'est un peu tu ça. sais, moi j'ai 57 puis je me suis pas fait dire, tu sais. Je pense que c'est de rester jeune. Mais tu dans n'aurais pas ton approche. âge, je Dans t'aurais ton donné approche. 56. Ça, c'était hier. C'est un compliment. Oui, c'est ta ça. fête. Ouais, c'était ma fête hier. Pour vrai? Ouais. Ah, ben bonne fête. Ben, merci, c'est gentil. Wow. Un Capricorne? Non, Verseau. Ah, c'est vrai, un Verseau. 21. Oui. Maintenant, complète la phrase. Être DJ, c'est un métier qui n'exige pas de diplôme, mais... Beaucoup d'expérience, beaucoup d'écoute. Ouais. Si tu résumais ta carrière par une phrase, ce serait, ou un dicton? Le dicton toujours que tout le monde dit toujours, c'est être DJ, c'est le plus beau métier du monde. C'est tout. Tu travailles où présentement? Où est-ce qu'on peut Au t'écouter? garage, tantôt. Et à Escale 300? Escale 300 fin de semaine et À Joliette? Doulise au Châteauguay. Est-ce que tu fais de l'événementiel Aussi, ouais. pour te rejoindre? Le 514-808-0154. OK. Merci pour cette entrevue différente Plaisir. et intrigante. Merci. Je te souhaite encore beaucoup de musique et de nudité. OK, merci. À bientôt, Pat. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Très intéressant. Maintenant, il est dorénavant possible de voyager, de se ressourcer tout en vivant une expérience inédite en croissance personnelle. Effectivement, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice d'événements pour l'éveil personnel. Donc, pour un voyage qui sera bien plus qu'un repos, mais également une période de ressourcement intérieur grâce à divers ateliers présentés sur le bateau durant le périple. Vous pourrez donc vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Et la prochaine destination proposée, c'est fort intéressant, c'est en février, les Caraïbes et le Mexique. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière, dis-je bien, une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Maintenant, gérer vos finances n'a pas à être compliqué. Une solution, un moyen efficace, c'est Josiane Fontaine, une conseillère en sécurité financière compétente d'expérience. Investir à la bourse, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple, ou pour les entreprises, il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez. Pour investir et être guidé avec efficacité, donc pour une sécurité financière saine, la solution, c'est Josiane Fontaine. Le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319 61 43.
Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Le fléau que représente le suicide est un résultat chez l'individu qui n'en peut plus et les raisons sont souvent méconnues et multiples. Et pour aborder ce sujet sensible qui sera malheureusement toujours d'actualité, avec nous le porte-parole du Centre de prévention du suicide de la Naudière, un humoriste apprécié, Ghislain Dufresne. Bonjour Ghislain. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de me recevoir. C'est un plaisir. On va commencer par le plus triste. Qu'est-ce que tu veux? Tu es porte-parole. Ma première question, j'ai hâte de voir ta réponse, un peu philosophique. Il y a beaucoup plus de gens qui souffrent en silence, insatisfaits et blessés, pour qui la vie est carrément pesante, qu'on pourrait le croire. Bien, c'est sûr que j'ai l'impression, si je compare avec quand j'étais plus jeune, Ça fait longtemps. on est beaucoup. Oui, ça fait tellement longtemps. Mais, tu sais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'applications qui sont maintenant centrées sur soi-même. Et on dirait que les gens ont eu tendance à se refermer un peu. Moi. Oui, c'est ça. Tu vois des gens qui mettent pause par-dessus pause, ne parlant que de leurs objectifs. Fait qu'on dirait que le tissage a comme un peu disparu. On a souvent tendance à s'isoler quand ça va pas bien. On fait l'apologie du jeu et du nombril. Oui, c'est ça. Alors que ça devrait être tout l'inverse. Oui, on devrait s'entraider. Puis, il y a encore des gens qui font ça, là, mais on a tendance souvent à se cocooner. Ghislain, 80% des suicides, ce sont des hommes. Pourquoi? Surtout entre 30 et 60 ans. Je pense qu'officiellement, c'est 54. Tu me disais 70? En fait, dans la Naudière, les statistiques là, nous disent que les gens qui passent le plus à l'acte ont entre 50 et 65 ans. Et puis, c'est des hommes majoritairement, parce que souvent, les hommes ont tendance à ne pas parler, à garder tout pour eux, puis à ne pas aller chercher d'aide. Puis, on essaie d'être là pour les convaincre d'appeler au 1-866-APPEL quand ça va pas bien. Si vous avez peur de contacter des proches parce que vous voulez pas les déranger, c'est souvent ça qu'on entend dans les témoignages de gens qui s'en sont sortis. Appelez au 1-866-APPEL, c'est des gens formés pour vous aider. Fait que ça vaut la peine de lâcher un coup de fil. Oui. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ghislain, tu es porte-parole donc du Centre de prévention du suicide de la Naudière depuis 5 ans. Quelles sont tes fonctions, plus précisément? Ben moi, je suis là vraiment pour promouvoir la ligne d'appel, essayer de faire connaître ça. C'est une ligne qui est québécoise. Là, on peut appeler peu importe où on est situé au Québec, mais c'est redirigé selon les secteurs. Donc ici, à la Naudière, c'est redirigé à Joliette. C'est des gens qui répondent directement. 1-866-APPEL. Et tu as aussi la chaîne YouTube sur laquelle tu as fait quelques vidéos, Chaîne de gars. Effectivement, Chaîne de gars. Tout récemment, on vient de tourner de nouvelles capsules, d'ailleurs, qui vont être en ligne très bientôt. C'est des témoignages de gens qui ont eu des pensées suicidaires, qui ont des fois essayé de mettre fin à leur vie et puis qui viennent en témoigner parce qu'ils ont réussi à s'en sortir. C'est très inspirant. C'est des personnes vraiment très allumées. Ça peut aider. Oui, absolument. Allez écouter ça. Si jamais ça va pas bien ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va pas bien, ça peut être une belle façon de s'inspirer. Ghislain, quelques statistiques pour le Québec. Une moyenne de 12 suicides par 100 000 personnes. Un taux de suicide plus élevé que j'ai remarqué là, dans les statistiques, et on en parlait avant l'émission. J'ai trouvé ça tellement triste. Chez les 85 ans et plus. Fait que j'imagine que tu n'en peux plus de voir ta santé dépérir et tu passes à l'acte. 4 types de suicides. Le suicide altruiste, le suicide égoïste, ça c'est souvent par rapport aux finances, anomique, et le suicide fatal par accident qu'on cherche à faire, là, comme un face-à-face en voiture. C'est triste. Et 3 fois plus élevé chez l'homme et beaucoup chez l'homme de 58 à 64 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il faut être à l'écoute. Souvent, on a des gens dans notre entourage qui vont
qui vont changer d'attitude des fois. Tu te dis, bon, on a quelqu'un qui était tout le temps enjoué, puis là, tout d'un coup, ça va moins bien, ou juste prendre le temps de poser des questions. Puis moi, j'ai fait une formation qui s'appelle, merci, qui s'appelle la formation Sentinelle. C'est gratuit. On peut suivre ça. Si vous appelez au CPSL, vous allez pouvoir... c'est une formation d'une journée. Ça nous permet de détecter un peu les signes, quelles questions poser. Moi, j'avais toujours eu l'impression qu'il fallait pas poser la question « Est-ce que tu penses au suicide? » Eh bien, c'est totalement l'inverse. En fait, je me disais, ça va donner le goût à la personne peut-être d'y penser encore plus, mais c'est totalement l'inverse, parce que souvent, la personne qui pense au suicide, elle le dit pas, puis quand on y pose la question, le fait qu'elle puisse le dire, bien, ça fait déjà que cette personne-là va arrêter peut-être d'y penser, puis va commencer à penser à des solutions. Donc, ça vaut la peine de juste s'informer, de poser des questions. Une chose aussi qui n'aide pas, la drogue, l'alcool, le surmenage, trop de travail, bien, ça mène au suicide parfois parce que si tu es fatigué physiquement, comment veux-tu reprendre ton moral? Et je pense que ça commence par ça, faire attention à soi, faire attention à la fatigue. Oui, c'est sûr que le repos, la santé, le sport, c'est connu que c'est bon pour la santé. Mais tu sais, souvent, tu parlais drogue, alcool, sur le surtravail, des fois, c'est des façons que les gens qui pensent au suicide utilisent pour essayer de calmer leurs pensées en se disant, ben là je vais pas bien, je vais boire un peu, ça va me calmer, ça va m'apaiser. Puis au début, ça fonctionne, sauf que, bon, malheureusement, ça devient l'inverse à un moment donné aussi. L'alcool ou la drogue peut commencer à devenir un immense problème. Puis là, ben, on voit tout noir, on s'isole encore plus dans sa bulle. C'est parce que tu ne t'aides pas en étant fatigué. Une autre chose aussi, on en a parlé en pré-entrevue, c'est un commentaire d'un commentateur sportif il y a quelques années concernant la pendaison. Il faut être vraiment décidé parce qu'il faut que tu trouves ta corde, il faut que tu trouves ton spot, il faut que tu trouves ta chaise, il faut que tu fasses ton nœud. Et c'est pour ça peut-être que c'est pas bon d'avoir une arme à la maison parce que tu vas avoir une chicane, un conflit ou une mauvaise idée. C'est si rapide de prendre une arme, tandis que par pendaison, tu as peut-être le temps de changer d'idée. C'est triste à dire comme ça. Tu n'es peut-être pas nécessairement d'accord avec ce que je dis, mais moi, c'est ce que je pense, c'est que si tu es pour te pendre, on va dire les vraies choses, tu as le temps de changer d'idée. Techniquement, quand on le réfléchit comme ça, tu as raison, mais pour avoir parlé avec des gens qui ont fait des témoignages puis qui avaient pensé à cette idée-là, une fois que tu es décidé, peu importe la méthode que tu vas décider de prendre, il paraît que ça devient pas... Non, c'est ça. Il n'y a rien qui va t'arrêter. C'est pas le fait d'être obligé d'aller chercher 3-4 outils différents, mais malgré tout... Je préfère que les gens prennent le temps d'appeler plutôt que de penser à aller se chercher des outils. Oui, c'est important. C'est très important. Plutôt que d'aller à la quincaillerie. Oui, c'est ça. Prenez le téléphone. Maintenant, les causes qui mènent, c'est sûr que la fatigue, là, on l'a souligné, mais les peines d'amour, et il faut le dire, selon les statistiques, 4 fois sur 5, c'est 80% du temps, c'est la femme qui quitte l'homme dans les séparations. On devrait enseigner ça peut-être aux jeunes qui font une peine d'amour. J'ai connu des jeunes, très jeunes, dans la vingtaine. J'en ai connu 2 qui se sont suicidés pour une femme. Ça vaut pas la peine, je pense. Des problèmes financiers, couper court à la maladie. Aussi, tu es malade, tu te vois dépérir, il y en a qui passent à l'acte, c'est même rendu légal. Les burn-out, la colère accumulée. Tu nous dis quoi sur toutes ces causes-là? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, c'est pas grand-chose. C'est difficile de... Chacun a un parcours de vie différent. Tout est dans l'ouverture, je pense. Certaine résilience. Oui, parce que quand tu vas être capable de t'ouvrir aux autres, d'accepter l'aide, parce que des fois, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui disent moi, j'étais pas capable d'accepter l'aide, puis c'est quand j'ai réussi à m'ouvrir aux autres que j'ai réussi à m'en sortir puis à m'enlever ces idées. Écouter ses émotions. Oui, en parler. Parler de ses émotions. Ben, je vais te demander ton point de vue là-dessus. L'homme d'aujourd'hui, semble-t-il qu'il pleure. C'est plus à la mode pour un homme d'avoir ce genre de comportement-là, plus vers ses émotions. Donc, peut-être moins de suicide à l'avenir. Ben, est capable de plus s'ouvrir ça peut pas nuire. Que l'homme d'il y a 30 ans qui ne devait pas montrer rien.
Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que oui, le fait d'être capable de laisser aller ses émotions, c'est une chose positive. Des vieux durs comme nous, on est plus à risque. Ah, c'est fou comment je me surprends à pleurer en écoutant des films. Des fois, je fais comme, my God, je suis bien... Ben, tu vas peut-être pleurer après l'entrevue, fait que fais-toi-en pas. Ghislain, tu es humoriste sur scène depuis une vingtaine d'années. C'est un peu une contradiction, mais c'est une belle contradiction de te voir porte-parole du Centre de prévention du suicide. Tu dois te faire dire souvent ça. Oui, ben en même temps, tu sais, j'ai la chance d'avoir accès à du public, à des gens qui aiment ce que j'ai fait dans la vie ou qui aiment encore ce que je fais. Puis je me dis, ben si je suis capable de toucher plus de gens puis apporter un message à plus de gens, ben pourquoi pas, tu sais. Je me questionne des fois sur l'utilité d'un humoriste dans la société. Ça m'arrive d'être un peu philosophique. Et puis, ben quand les gens viennent me voir en disant, ben grâce à toi, j'ai réussi à passer à travers une phase où je pensais au suicide, ben là, ça vient tout changer, tu sais. Oui, et ça, c'est important. J'ai inscrit quelques clés, selon moi, pour ne pas en arriver à cette étape ultime. Entretenir sa santé mentale, on l'oublie. À la base, la dépression, c'est une étape vers le suicide. S'écouter, être toujours dans la performance dans notre système capitaliste, ça n'aide pas. Entretenir des mauvaises relations, des gens autour de toi qui n'ont que des mauvais commentaires et des mauvaises critiques, et tu auras beau être gentil avec eux et qui t'amènent toujours vers des critiques. Et surtout, c'est pas bon. Les échecs et les pertes mal gérées en étant seul, je pense que ça n'aide pas. Le mode de vie individualiste d'aujourd'hui, comme on le soulignait, parce qu'il y a plus de solitude que jamais, malgré tous les réseaux sociaux. Plus de gens vivent seuls qu'en couple, ça, il faut le souligner. Et le besoin de parler, pour certains qui n'est pas comblé. Et je pense qu'on va toujours y revenir à ça, le besoin de parler. Et des fois, un endroit comme ici, ça file pas, comme on dit, ben viens prendre une bière ici, tu vas te faire des copains. Ben oui, c'est sûr que briser l'isolement, c'est une belle solution pour passer à travers une pensée suicidaire. Ça, c'est ça. Le rationnel, parfois, on en a parlé en pré-entrevue. J'ai connu des gens qui se sont suicidés de façon très dramatique dans la maison et c'est les enfants ou l'épouse qui trouvent le type qui s'est suicidé. Et on va se dire parfois un peu teinté par le jugement, mais à quoi tu as pensé? Alors, tu laisses cette image-là à des gens que tu aimes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que tu n'es plus dans le rationnel quand tu es rendu à poser le geste. Oui, c'est ça. En fait, si je me base sur les témoignages de gens qui en ont parlé, là, qui ont parlé de leur expérience, quand tu es rendu à ce stade-là, de passer à l'acte, tu n'as plus conscience de ce que ça va faire à ta famille, à tes amis. Tu es dans ta bulle, puis tu penses qu'il y a juste ça qui va te libérer. Alors que c'est pas le cas. Il faut vraiment complètement déconnecté. Oui, c'est ça. On est dans, une espèce de psychose, finalement. Aurais-tu, avant la pause, des statistiques ou des commentaires à faire que tu as apportés? Oui, donne-moi 2 secondes. J'ai ramassé ce qui est tombé par terre. Yes. En fait, j'ai demandé au CPS de me fournir quelques statistiques parce que je trouvais que c'était les mieux placés pour pouvoir m'aider. 2022, on a eu 192 suicides dans la Naudière sur les 3627 qu'il y a eu au Québec. Les chiffres sont toujours un peu décalés. C'est pas toujours simple d'aller chercher les données. Puis de toute façon, ça donne une idée. Je préfère parler des solutions toujours mais malgré tout, c'est ça. T'sais, comme tu disais, 83% des décès dans la Naudière sont survenus chez les hommes. Donc on a vraiment un renversement. On travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il y a la chaîne de gars sur YouTube là, qui est disponible parce qu'on essaie de s'adresser à ces hommes-là qui ont souvent tendance à garder tout pour eux. Le taux de suicide le plus élevé, c'est chez les 50-64 ans. Donc, si jamais vous connaissez des gens dans ces âges-là qui ont des comportements qui changent, bien, posez des questions. Ça va? Est-ce que ça va? As-tu le goût de jaser? As-tu le goût de parler? C'est une belle façon d'y arriver. Sinon, pour les appels, on a eu 2868 appels au CPS en 2023-24, dont 1994 qui étaient vraiment des appels d'intervention, donc des appels pour des gens qui étaient en crise. Donc, c'est une belle façon de passer à travers un 866 appels.
je te le tiens encore. Ben, nous allons prendre une petite pause, mon cher Ghislain. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus gai que le suicide. Et je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la mythique brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle hors pair, mais également un restaurant de qualité au menu vrai, varié plutôt, et au service inégalé. Et ce, depuis 1975. Et nous sommes présentement en compagnie du porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, l'humoriste Ghislain Dufresne. Je parle maintenant d'un partenaire de l'émission qui pourrait s'avérer surprenant, Tricia Tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens et différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, travail, emploi, famille, pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone, c'est le 438-373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Et je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un service des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et complet, et ce, à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. On va parler maintenant d'humour, mon cher Ghislain. Oui. Qu'est-ce qui fait une bonne blague? Ah, c'est la surprise, l'effet de surprise. OK. J'ai toujours... On ne peut pas anticiper la réponse à tout ça et ça surprend, donc c'est efficace. Oui, parce que le cerveau travaille toujours pour essayer d'arriver à la réponse avant la personne qui parle, bien sûr. Puis là, ben, si tu y amènes une autre fin, ben... Oui, j'aime ce que tu dis. Ça prépare le rire. Maintenant, qu'est-ce qui fait un humoriste efficace, comme toi? Ben, en fait, faut être sérieux dans la démarche, je dirais. Mais il faut être joyeux en dedans. Oui, absolument. Et puis aimer le monde, là, je pense. Les gens en général qui font ce métier-là sont des gens qui ont toujours le goût d'aller vers un public. Là, des fois, c'est un peu une thérapie. Il y a certaines personnes que je connais que ça leur servait bien. Ben, ce qui m'amène à mon prochain point. Robin Williams, Jerry Lewis étaient des grands souffrants dans la vie, et de rire et de faire rire, c'était leur remède. Mm-hmm. Ben oui, effectivement, ça fait du bien. Bizarrement, les gens qui sont assis dans la salle, souvent, ils sortent d'un spectacle en disant « Ah, ça m'a tellement fait du bien de rire comme ça », mais pour l'artiste qui est sur scène, c'est aussi valorisant, sinon plus, je dirais. Si tu comparais ton métier avec il y a 20 ou 25 ans, tu nous dis quoi? Ah, mon Dieu, ça a changé beaucoup. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé... Toi, ça fait 20 ans? Il n'y avait pas de web. Oui, moi, j'étais début année 2000, même un petit peu avant. Puis, on faisait des shows dans les bars aux 2 semaines, peut-être. Des soirées d'humour, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, dans les soirées d'humour, à Montréal, je pense qu'il y en a 5 ou 6. Puis, donc, gagner sa vie avec ça, c'est plus facile ou plus difficile? Malheureusement, les cachets ont diminué, donc je pense pas que ce soit aussi plus facile. Je pense que c'est peut-être même plus difficile parce qu'il faut que tu fasses vraiment beaucoup de shows pour réussir à y arriver, jusqu'à temps que tu tombes à la télé ou tu tombes dans un contrat très lucratif. Là, à un moment donné, ça arrive, c'est cool, mais il faut travailler fort, je te dirais. Encore une certaine nervosité d'avant-prestation après tant d'années? Oui. Parce que ça prend quand même une certaine adrénaline. Oui. La journée que tu ne seras pas nerveux, c'est là que tu te plantes. Souvent, oui. À moins que tu aies fait du rodage pendant 50, 60 shows, à un moment donné, tu sais ce qui marche puis qu'est-ce qui marche moins. Mais avant d'entrer sur scène, habituellement, il y a toujours les petits papillons. Là. Oui. Donc, l'importance du rodage, c'est primordial? Ben, en fait, si tu veux faire un bon show, c'est une bonne idée de roder, puis après ça, l'idée, c'est que quand tu as trouvé le bon wording d'un gag, si tu le répètes toujours de la même façon, normalement, il devrait toujours fonctionner. Tu as travaillé beaucoup en duo, en trio, notamment avec Cramp en masse et Chicken Swell. Oui. Pourquoi seul est moins attirant pour toi? J'ai essayé pendant... Quand Cramp en masse s'est séparé, on est reparti chacun de notre côté, puis j'ai essayé de faire du solo, puis j'avais moins de plaisir. Quand ça va bien, c'est le fun, mais
tu peux pas en parler à personne. Quand ça va mal, tu peux pas t'accoter sur personne non plus. J'avais pas de plaisir à faire ça tout seul. Ouais. Est-ce que la nervosité que tu peux éprouver, ça pousse ou ça restreint l'artiste? C'est du cas par cas? Oui, je pense que ça dépend des fois. Ça dépend aussi de l'événement, probablement, mais majoritairement, la nervosité, c'est bon. Je pense que ça vaut la peine d'en avoir un peu, puis ça permet de se re-questionner. La remise en question, c'est nécessaire aussi. C'est sûr que c'est un métier qui appelle toutes sortes d'anecdotes. Toi, tu en as vécu une avec une bouteille de bière. Eh, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça, c'était au début de ma carrière d'humoriste. On animait une soirée, c'était une journée, en fait, une journée entière ça s'appelait le show Son et Avoine. Ça se passait dans un champ, il avait fait une scène, c'était des bands majoritairement rock qui passaient par là, des bands de la région. Pour les végétariens? Oui, c'est ça. les végétariens qui aiment le rock. Puis on s'est ramassé à animer cette soirée-là, cette journée-là. On a commencé en après-midi. À l'époque, je dis on parce qu'on était deux, on était en duo. Puis on anime l'après-midi, ça va bien. Sur l'heure du souper, on doit quitter parce qu'on a une autre animation à faire ailleurs pour revenir animer en fin de soirée. Puis là, quand on vient en fin de soirée, les gens sont complètement... Givrés? Givrés, c'est un bon mot, effectivement. Puis là, quand on arrive sur scène, ils veulent plus nous écouter. C'est plus intéressant pour eux autres. Là, ils veulent de la musique, puis c'est tout. On s'acharne un peu. Puis maintenant, les bouteilles de bière se mettent à passer. Puis là, je fais comme, oh boy, là, si celle qui est passée là m'était passée d'en face, probablement que je me serais ramassé à l'hôpital. Fait que là, en sortant du stage, j'ai fait, moi, c'est fini, à soir. Des bouteilles pleines? Elle était vide, mais même vide, je te dirais qu'une bouteille en vide. Ça me fait penser à une anecdote, là, un flash. Quand l'entraînement du Canadien, je crois que c'est en 90 ou 91, et c'est Pat Burns qui est derrière le banc du Canadien. Ils vont jouer un match en Russie. Et évidemment, les Russes, c'est pas des joueurs pour se battre. Fait que là, dans ce temps-là, tu avais des Shane Corson puis des joueurs de même. Fait que ça s'était beaucoup battu sur la glace. Évidemment, les Russes avaient mangé des corrections. Et les joueurs sur le banc, il a fallu quitter, recevaient des bouteilles de vodka pleines sur le banc. Ça doit pas être le fun. Non. Qu'est-ce que l'humoriste déteste le plus sur scène? Le classique, ça serait de se faire huer, mais... Ah, le heckler, c'est désagréable aussi, je te dirais. La personne qui n'arrête pas de répondre c'est tout le terme temps. que j'avais inscrit. Oui, c'est ça. Il y a des petites phrases qui existent pour essayer de les ramener à terre, mais des fois, ils sont vraiment enragés, puis il faut quasiment... Soit tu arrêtes le show ou tu le fais sortir par le portier, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que là, le froid tombe dans la salle, puis c'est plus compliqué. Quels ont été tes modèles d'humoristes au début? Moi, j'ai commencé à l'époque des Daniel Lemire, Ding et Dong, RBO. C'est peut-être pour ça aussi que... Yvon Deschamps? Deschamps, j'en ai écouté beaucoup, mais un petit peu après. J'ai découvert Deschamps après. C'est un style particulier. Oui, mais c'était quand direct. Même... c'était quand même... Il est reconnu par l'univers humoristique comme étant un des pionniers là, en humour de stand-up. Donc, plus difficile le stand-up? Parce que tu es tributaire de ton succès ou de ton échec à 100 %. Tu dirais que le stand-up, c'est ce qui est le plus exigeant? En fait, c'est des styles différents. C'est sûr que si t'es deux à écrire des gags, on est deux à ce que ça aille mal si ça va mal, mais en même temps, il y a des styles différents qui sont pas nécessairement plus faciles à écrire. Avec les Chicken Swell, on faisait beaucoup d'humour visuel, puis on travaillait fort en sapristi pour être capable de trouver des bonnes idées qui sortaient de l'ordinaire. Fait que je pense que le côté style humoristique il peut s'équivaloir. Je pense pas qu'il y en a un plus difficile que l'autre nécessairement, mais le travail est important. Comme dans d'autres sphères d'activité artistique, apprendre et grandir avant d'être bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, toutes les occasions de performer dans des petits bars et tout ça, il faut les prendre. Quand on commence, on n'a comme pas beaucoup le choix, malheureusement. C'est la clé. Oui. À moins de faire un style d'humour, moi, je connaissais des gens qui faisaient
du personnage, tu sais. Puis à un moment donné, le personnage dans les bars, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Fait que ces gens-là décidaient de passer par d'autres voies, mais ça rallonge un peu le processus. Tu es un artiste qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Tu es aussi éditeur depuis 8 ans. Voici 2 exemples, parce que tu te spécialises dans les livres jeunesse. Tu fais 4 à 6 livres par année. Pour les jeunes, en voici 2. Les Mal-aimés. Oui, en fait, c'est des livres... on est dans du 3-9 ans à peu près. C'est des livres... Et Le pêcheur à l'aimant. On a gagné le prix des professeurs de français cette année pour Le pêcheur à l'aimant pour l'album 5-12 ans. Fait qu'on est super fiers. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben non, ben, si tu les veux, je les offre avec plaisir. C'était une blague, Ghislain. Quel conseil tu donnes aux gens qui ont en tête d'écrire un bouquin ou de devenir éditeur? Tu as quand même déjà 8 ans d'expérience. Tu nous dis quoi? Ben, pour écrire un livre, souvent, on croise des gens dans les salons du livre, là, parce que nous, on est souvent dans les salons du livre pour rencontrer nos lecteurs. Puis, il y a des gens qui font comment j'écris un livre, c'est quoi le processus, tu sais? Parce que c'est l'étape ultime. Ben, en fait, pour un auteur, l'étape ultime, c'est souvent de se trouver un éditeur, effectivement. Il y a pas Tu auras beau écrire un chef-d'œuvre, si personne l'édite, ben, tu vas le lire seul chez toi ou au beau-frère. Ben, il suffit simplement de l'envoyer à l'éditeur. C'est un éditeur, si tu tombes dans sa ligne éditoriale puis que ton produit est bon, je veux dire, nous, on en reçoit des manuscrits là, chez les éditions Alaska, puis comme celui-là, par exemple, c'est un manuscrit qu'on a reçu, puis on l'a fait paraître parce qu'on trouvait ça trop bon. Fait que, à un moment donné, on en refuse beaucoup parce que, veut pas, comme je te disais, on en publie 4 à 6 par année, donc on faut choisir, mais il suffit simplement d'envoyer nos manuscrits aux éditeurs. Puis pour les éditeurs, ben là ça, c'est une job... La maison d'édition s'appelle comment? Alaska. Et tes enfants aiment ces livres-là? Ils ne sont pas tellement vieux, tes enfants? En fait, quand j'ai commencé, mes enfants avaient l'âge de lire ces livres-là. Maintenant, ils sont rendus un peu trop vieux, mais malgré tout, moi, j'ai une fille qui est rendue en graphisme. Là. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a un peu dirigée vers le graphisme, mais c'est sûr qu'elle est toujours intéressée à feuilleter nos parutions. C'est un rêve aussi grand pour toi, ça, le monde de l'édition, que l'humour? C'est arrivé tellement de façon inattendue. C'est un projet que des amis à moi ont écrit un livre pour enfants, puis en fait comme on veut l'éditer, tu veux-tu embarquer avec nous autres? Là, j'ai fait comme, oui, c'est parti. Moi, je dis souvent oui à bien des affaires sans trop réfléchir. Puis, comme à cette entrevue-là. Vois-tu? Un autre exemple. Fait qu'on s'est lancé dans l'édition. Puis encore aujourd'hui, j'apprends des choses parce que c'est un métier, là, être éditeur. Fait que on en apprend encore à chaque année. Des prestations d'humour qui s'en viennent? Ou Oui, absolument. Dimanche, on est à Sherbrooke, à la salle Maurice O'Brady, avec les Ex-Séparables, Mathieu Gratton, Patricia Paquin. Moi, je suis sur le spectacle avec eux, donc on fait de la tournée. On a encore quelques dates de disponibles, là, vous pouvez le voir sur leur site web, mais oui. En terminant, pour revenir à notre sujet initial, la prévention du suicide, je vais répéter des numéros de téléphone. Le 1-866-APPEL, en tout temps pour une écoute active. Il y a Tel Aide aussi, un autre numéro de téléphone dans le 514, qui est le 935-1101. Et, toujours facile, le 988. Oui, sinon, il y a le suicide.ca aussi, vous pouvez clavarder si vous n'aimez pas parler. C'est ça. Ne laissez surtout pas les idées noires l'emporter, c'est fort important. Mais je te remercie d'endosser la cause de la prévention du suicide et de ta présence à l'émission. Et je te souhaite encore beaucoup de succès dans toutes tes entreprises, et spécialement en humour et dans ta maison d'édition. Merci d'avoir été des nôtres. Ghislain Dufresne, très gentil. Merci de prendre le temps d'en parler. C'est gentil. Merci. Maintenant, en terminant, un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé en face de la marina, justement, l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos 2 invités, Patrick et Ghislain. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.